Alors... Si mes calculs sont bons, Noël c'est dans 10 jours et le Nouvel An dans quasi 2 semaines. Cela nous laisse largement le temps de faire un dîner légendaire pour une de ces deux occasions. On a déjà fait le menu pour les grandes tablées, le menu bistronomique et le menu végétarien. Nous voici de retour pour finir cette saison en beauté avec le menu de haute volée, celui où on va se donner sur les techniques, les recettes et les produits. C'est un peu mon petit menu craquage. Je crois que je vais pas vraiment faire d'intro aujourd'hui, je risquerais de vous faire peur, et je veux profiter de vous encore un maximum cette année. Allez, on attaque les hostilités avec un zakouski, il va vous envoyer dans l'espace. C'est parti. Fin de l'intro, c'est quand même rapide. J'ai jamais fait ça, ça fait quoi, 20 ans que je fais ça maintenant? C'est parti. On commence avec un zakouski, avec un canapé, avec un amuse-bouche de légende. Je ne peux même pas appeler ça un apéro parce qu'on est sur quelque chose de haut niveau. L'idée, c'est de mélanger un produit d'une simplicité extrême, pomme de terre, avec un produit d'une finesse inégalée, le caviar. N'ayez crainte, si vous n'avez pas de caviar sous la main, j'ai plein d'alternatives pour vous à la fin. L'idée, ça va être de faire une sorte de hash brown, latkus, pomme paillasson, appelez-le comme vous voulez, mais une sorte de petite pomme de terre frite râpée qui va avoir ce petit côté croustillant, très réconfortant, surmonté d'une petite crème fraîche et de notre caviar. Un peu de ciboulette pour parfaire le tout. Pour les hash browns, ce n'est pas bien compliqué. Nous allons prendre des pommes de terre que nous allons laver et éplucher. Une fois qu'elles sont toutes épluchées, nous allons nous munir de cette magnifique râpe à 4 côtés. Si elle n'en a qu'un, ce sera très bien aussi. Et si vous avez un robot avec cette grille, utilisez-le. L'objectif, c'est donc de râper complètement toutes nos pommes de terre et de les plonger ensuite dans l'eau froide. On va retirer une partie de l'amidon. Une fois que le râpage et le rinçage est terminé, nous allons pouvoir les essorer. J'ai une étamine, c'est très pratique à avoir chez soi, ça se lave et ça se réutilise. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un essuie propre pour presser les pommes de terre et extraire toute l'eau contenue à l'intérieur. Une fois qu'on les a bien essorées avec notre étamine, nous allons pouvoir les pocher. Quand je dis pocher, c'est donc les cuire lentement pour éviter la coloration jusqu'à qu'elles soient cuites et tendres à cœur. Pour ce faire, n'ayez crainte, nous allons le faire à l'huile. Une bonne quantité d'huile de pépins de raisin, pour mon cas ici, huile de tournesol, ça fonctionnera très bien, quoi qu'il arrive, de l'huile de cuisson. L'idée ici, c'est donc de faire monter en température très doucement l'huile, dépasser très légèrement les 100 degrés pour que la pomme de terre cuise, mais comme elle est toute fine, ça va aller assez vite. On veut qu'elle soit quasiment translucide, et à partir de ce moment-là, on va donc pouvoir, avec une araignée, les essorer et les mettre de côté. On récupère bien l'huile car on va en avoir besoin pour la cuisson du lendemain. Et une fois que nos pommes de terre sont bien essorées, on va pouvoir s'occuper de l'assaisonnement. Fleur de sel, il faut être plutôt généreux. Sur le poivre, il faut être plus que généreux. On met beaucoup de poivre blanc pour rehausser la pomme de terre. Et parce que ça marche très bien avec la patate, de la noix de muscade fraîchement râpée. Pour lier le tout, on va venir ajouter de la fécule de maïs ou de la fécule de pomme de terre, 1 à 2 cuillères à soupe en fonction de la quantité que vous avez. Et on mélange le tout pour bien répartir les assaisonnements et surtout la fécule. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir mettre un papier film sur une plaque dans laquelle nous allons verser l'ensemble de nos pommes de terre et tasser. Essayez d'utiliser une plaque pour avoir 1,5 cm à 2 cm maximum et quelque chose qui pourra nous permettre de faire des jolis petits rectangles à la fin. On referme le film. Si vous avez, c'est idéal, on met une deuxième plaque sur le dessus, un poids, et à partir de maintenant, ça va pouvoir partir au frais pour toute la nuit idéalement, ou la journée, ou au moins quelques heures, histoire que le tout prenne bien au frais. Et donc à partir de maintenant, on va pouvoir se remettre sur le cœur de la recette. À quoi ça ressemble? Eh bien à peu près à la même chose, mais en bien figé. Comme vous pouvez le voir, on a quelque chose de pas mal du tout. Ça a passé une bonne nuit, et ça c'est plutôt bien. On sort sa planche, et on va pouvoir retourner nos pommes de terre pour les couper. Je vous conseille de retirer d'abord le petit film, ça sera beaucoup plus simple. Et là, pour éviter de faire des bêtises, on plaque Marvelous, un joli petit pavé de pommes de terre. Et on va parer le tout pour avoir des jolis petits rectangles à la bonne taille. Ici, on va pouvoir le couper en 3 pour avoir vraiment un truc à se glisser dans la bouche sans en foutre partout. On ressort son huile de la veille. Cette fois-ci, on a envie de les frire, donc on est plus sur 100 degrés. On essaye de monter un tout petit peu plus pour aller chercher de la coloration. Notre cuisson est parfaite. On peut le voir ici, c'est bien doré, coloré sur l'extérieur. On sent que c'est croustillant. Écoutez-moi ça. On le sent, au milieu, c'est encore fondant. Et c'est ça l'objectif. Comme dans une frite, ça va être d'avoir une belle coloration sur l'extérieur, mais que ça reste fondant à l'intérieur et que tout soit pas trop cuit. Ici, pour un dressage maximal,
On va le faire sur cette grille. Si vous le faites sur une autre assiette, ce sera très bien, mais ça permet d'avoir une jolie assiette au final pour tout ce qui va tomber un petit peu à côté. Concernant la température de nos petits palets de pommes de terre, c'est assez important qu'ils soient tièdes et pas brûlants, car là, nous allons rajouter de la crème. Crème crue, bien fraîche, bien épaisse. Et donc, si c'est trop chaud, elle va fondre instantanément et ça va être un carnage. Ici, vous pouvez le faire soit en le déposant, soit en le mettant avec une poche à douille. Je vais le faire en mode petite quenelle et on se la plaque sur... Hop. Elle est pas belle ma quenelle? Si, hein? Oh là là, j'ai l'impression que c'est mes propres enfants. La dernière petite quenelle de crème, un peu de sel et quelques zestes de citron jaune. Ça reste subtil, ça se marie très bien avec la puissance du caviar. Et là, on est pas mal. En parlant de caviar, c'est le moment d'attaquer les hostilités. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on part sur du caviar, on se fait plaisir, mais ça fonctionne avec tous les œufs de poisson. Vous pouvez prendre des œufs de limbe, des œufs de saumon, des œufs de truite. Un truc que j'adore aussi, c'est un peu moins courant, mais c'est un peu moins cher, c'est les œufs de brochet. C'est absolument génial. Ici, on a pris un caviar qui va être assez fort parce que malgré tout, on ne le mange pas nature. Donc, on a envie quand même d'avoir ce petit goût qui peps. Donc, on a besoin d'un peu de puissance. On ouvre la boîte. Très important. C'est fou à quel point ça peut être aussi puissant que délicat et fin. C'est un truc qui peut t'englober le palais, c'est absolument génial. On va être assez généreux et on va en déposer sur notre quenelle. On ne veut pas en perdre une miette. On les dépose en quinconce un peu sur notre crème fraîche. Nous avons coupé de la ciboulette très finement. L'avantage ici, c'est que ça se tient bien. Et ce mini croquant en bouche, je peux vous jurer que ça va faire toute la différence. Désolé, mais là, je suis content. On fait attention parce qu'évidemment, c'est une jolie petite pyramide, mais c'est délicat. Et on va pouvoir se mettre 4 petits palets. Moment préféré, la dégustation. On a donc ce petit palet de pommes de terre dans son plus simple appareil, bien croustillant moelleux, la crème fraîche, caviar, zeste de citron, ciboulette. Moment de vérité. C'est beaucoup trop bon. Le croustillant moelleux de la pomme de terre, c'est génial, ça marche trop bien avec le caviar. Crème fraîche, ciboulette, pomme de terre, désolé, mais c'est plus approuvé. On est vraiment sur un truc là qui peut impressionner vos invités. Il faut prendre ce petit caviar qui soit puissant pour qu'il reste présent. Ça fonctionne avec œufs de truite, œufs de saumon, caviar. Faites-vous plaisir pour les fêtes. Ah, je vais quand même aller en proposer à quelqu'un. Y a quelqu'un? Bah non, toujours pas. C'est juste pour moi. Messieurs, dames, on va s'attaquer maintenant à une entrée qui me fait très envie. En y réfléchissant, j'étais beaucoup trop chaud. L'idée me vient d'un restaurant à Rome qu'on a fait il y a pas très longtemps où le chef avait mélangé de la langoustine avec du lard de colonnata. C'était absolument somptueux. Aujourd'hui, on va reprendre ces deux bases. Lui, c'était sur un flatbread. Là, on va être sur quelque chose de totalement différent avec un petit truc en plus, le beurre blanc. Cette entrée, elle est relativement simple. Ça va être carpaccio de langoustine, beurre blanc maison, lard de colonnata brûlé, ça va être délicieux. On a déjà fait toute la mise en place. Évidemment, la partie la plus importante, ça va être les langoustines. On les a donc préparées. Pour ce faire, on prend des langoustines qui sont bien fraîches chez son poissonnier. On retire la tête en exerçant une torsion entre la partie de la queue et la partie où il y a la pince. Ici, on vient craquer chacun des petits anneaux qui entourent la carapace de la queue et on vient retirer délicatement la chair. Attention, à cru, c'est assez fragile, donc on n'est pas sur une crevette où on peut y aller, surtout que là, on a envie de garder un petit peu de matière, donc n'hésitez pas à faire attention. Cela dit, c'est pas très grave si vous ratez un petit peu, car de toute façon, ça va être écrasé en carpaccio. Une fois que l'on a déposé ces petites langoustines et prélevé la queue, on va retirer le boyau en faisant une légère incision sur tout le dos et derrière, on écarte très légèrement. Et là, vous allez voir ce petit boyau qui se situe là. Et ça, vous pouvez donc le retirer. Il n'y est pas tout le temps, mais en l'occurrence, s'il y est, ce sera meilleur. Et en plus, beaucoup plus joli visuellement. Une fois que c'est retiré, on prend nos langoustines et on les tape au frais. Deuxième partie, un truc absolument merveilleux et qui est beaucoup trop sous-coté. On ne l'utilise pas assez alors que c'est relativement simple à faire, le beurre blanc. Pour le beurre blanc, c'est pas très compliqué, on va ciseler finement une échalote. Pour lancer le beurre blanc, nous allons donc faire une gastrique. C'est donc cette réduction de vin et de vinaigre qui va nous permettre d'avoir une base et de lancer de l'acidité sur cette sauce qui est assez riche. Aujourd'hui, comme on est là pour se faire plaisir, on a pris un Savagnin, donc du Jura, le Sauvageon en 2018, s'il vous plaît, du domaine Pigné. C'est donc un Savagnin qui est houillé, c'est-à-dire qu'il n'a pas ce côté trop noix marqué, oxydatif qu'on peut avoir sur des vins jaunes par exemple, mais en revanche il va avoir un aspect très rond, très doux et aussi assez floral qui va être délicieux avec la langoustine. C'est quand même un vin
assez exceptionnel, donc on va prendre un verre pour venir l'ajouter dans notre casserole avec 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin. Ici, c'est un vinaigre de chardonnay. L'idée, c'est de rester sur un truc qui va aller se marier avec le savagnin. Une fois qu'on a donc cette base liquide, on va pouvoir ajouter quelques branches de thym et du poivre. Ici, j'ai un mélange avec un peu de poivre du timut, du poivre rouge et du poivre noir. On les laisse tels quels, ça va venir infuser pendant la réduction, ce sera parfait. Une fois qu'on a ajouté ceci dans notre petite casserole, on va taper une réduction quasiment aux 3/4. L'idée, c'est qu'il ne reste que quelques cuillères à soupe de ce mélange. Une fois qu'on a cette réduction, on va pouvoir filtrer pour avoir quelque chose de très clean, très propre. On remet le tout dans la casserole. Et là, on se munit du beurre qui est bien froid. Et donc là, on va faire une technique de bourrin, mais qui fonctionne à merveille, le robot plongeant. On ajoute progressivement le beurre et on mixe en même temps. Ça va donc incorporer de l'air, mixer le tout, et on aura une texture très lisse, parfaite, qui sera vraiment géniale pour notre recette. Nous revoici avec nos jolies petites langoustines qui ont été bien préparées. Ça sent déjà bon. Et la langoustine crue, grosse dédicace à mon ami Jesse de Adip Food, Another Day in Paradise. Il est basé à Londres, il a cassé Internet avec cette technique-là. Je lui rends hommage aujourd'hui. Jesse, see you soon bro in London. On va donc prendre une presse à tacos, papier sulfurisé. On le fait à la taille de notre presse et on le dépose sur chacun des côtés. Il faut que ce soit assez gros pour dépasser, mais pas trop pour éviter de se prendre dans le mécanisme. On va donc faire là, ici, une assiette pour à peu près une personne. Et c'est très important, on va disposer les langoustines pas trop collées, sinon ça va créer une sorte d'amas au milieu, et pas trop à l'extérieur, sinon ça va sortir et on va avoir des trous. Après, de toute façon, on pourra les remettre bien. On maintient le papier sulfurisé, on le dépose sur les langoustines, et là, on va appuyer. Tout est une question de dosage et de nuance, comme partout dans la vie. Il va falloir appuyer assez pour que ce soit assez plat, mais pas trop pour que ça devienne non plus de la charpie. Quand on est quasi au bout, je vous conseille d'arrêter pour aller déjà voir ce qui se passe. Là, on le voit, on a déjà, alors c'est très plat, on voit le côté nacré, rouge, c'est très beau. Et je pense qu'il ne faut pas aller beaucoup plus, sinon on va tout abîmer. Délicatement, on va retirer le papier sulfurisé et on va les mettre dans notre assiette qui était préalablement mise au frigo. Là, vous pouvez soit retourner l'assiette, soit vous êtes confiant et on tape au milieu. Et comme tout à l'heure, on retire le papier sulfurisé en essayant de le tirer vers soi au même niveau que l'autre pour ne pas arracher toute la peau. Maintenant qu'on a ça, je vais déposer un tout petit peu de poivre blanc, le clou du spectacle, qui est le lard de Colonnata. Si vous avez préparé le beurre blanc un petit peu en avance, on le fait remonter tout doux en température. Et là, on va reprendre. Là, on voit, il reste un tout petit peu de beurre tranché. On remet un petit coup de cuillère, un petit coup de chaud. Et voilà, vous avez un beurre blanc qui est vraiment pas mal du tout. Et maintenant, il faut pas que le beurre soit brûlant parce que sinon ça va trop cuire la langoustine. Il faut qu'il soit juste tiède, quoi. Et là, on se claque un joli filet. Il faut que ce soit quand même assez généreux, hein. Quasiment envie de tout recouvrir. Mais on prend notre lard de Colonnata. Alors ça dépendra évidemment du morceau que vous avez, mais ici, il y a légèrement de la viande dessus. Et sinon, vous voyez, c'est un morceau qui est très grassouillet. Et là, on le dépose sur notre beurre. La chaleur du beurre va déjà commencer à le faire fondre. C'est vraiment un gras qui est très très fragile. Là, on voit ce petit côté viande, comme sur du guanciale par exemple. On sort son meilleur ami, le chalumeau. Et là, on y va tout doux. L'objectif, c'est de pas cramer le tout, c'est de s'assurer que tout le gras est bien fondu. Après, si on a ce petit côté un tout petit peu caramélisé, c'est cool aussi. On voit vraiment en transparence le beurre en dessous là. Oh, on peut rester un tout petit peu au milieu pour aller chercher cette caramélisation et ce petit côté fumé du gras. Dégustation, faut manger évidemment pendant que c'est chaud. On se fait la bouchée parfaite, beurre blanc, lard. Oh, ça déchire. En fait, le truc qui est génial, c'est que, vous savez, dans la cuisine, on parle de texture, d'équilibre, de saveur. Il y a un autre truc qui est très important et qu'on sous-estime, c'est les températures. Là, on a le lard qui est tout juste tiède, le beurre aussi, et le froid du carpaccio en dessous. Ça fait un truc en bouche qui est ouf. Ça va être difficile d'enchaîner après ça, hein. Bon, les langoustines, c'est fait. On va pouvoir s'attaquer au plat de résistance, à la pièce maîtresse, à une légende de la gastronomie française et belge. Et nous allons donc faire un vol au vent, un magnifique feuilletage maison. Enfin, pas la pâte, mais la vider, on va la faire maison, rempli d'une petite préparation à base de viande, de crème et de champignons. Pas n'importe lesquels, vous allez voir, des morilles, un petit peu de savagnin pour avoir ce petit goût très subtil, noiseté en bouche. Et derrière, on ne va pas rigoler.
car on va mettre des riz de veau. Ça reste facultatif si vous n'y tenez pas, mais si vous n'avez jamais goûté, vous avez intérêt à essayer. Je vous montre comment les préparer, c'est très simple. Et si vous restez jusqu'à la fin du plat, j'ai une petite surprise pour vous que nous allons mettre juste avant la dégustation. Je suis un petit coquin. Comme la plupart des plats de ces séries, j'aime beaucoup faire de la mise en place, c'est-à-dire préparer tous les ingrédients en amont, avoir toutes nos petites préparations qui sont prêtes et avoir que de l'assemblage à faire à la fin. On va commencer par le riz de veau qui demande un petit peu de prépa et de repos. C'est pas compliqué, on chope un beau riz de veau chez son boucher. On lui demande soit de le préparer, il va pouvoir vous l'éplucher à cru, soit si il est comme moi, tout neuf, tout beau, vous pouvez le laisser dégorger pendant plusieurs heures dans de l'eau très froide au frigo. Ça va permettre un petit peu au sang et aux impuretés de s'en aller. Vous allez pouvoir le plonger dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, ça va permettre à la petite membrane du dessus de se décoller et d'avoir une première cuisson du riz. On peut le sortir et le plonger immédiatement dans de l'eau glacée. Ça va permettre encore une fois de le refroidir, de couper la cuisson et derrière de pouvoir enlever cette petite membrane qui est pas du tout agréable en bouche. C'est très facile, on prend ses petits doigts, une pointe de couteau, on va se glisser entre les petites alvéoles du riz de veau et ça se passera très bien. À partir de là, vous avez deux options. Soit vous voulez faire un riz de veau tout seul et vous pouvez le laisser reposer entre deux plaques avec un poids au-dessus. Vous aurez un beau riz qui sera équilibré et donc très cool pour la cuisson. Soit comme nous aujourd'hui, vous allez le couper en petits morceaux et dans ce cas-là, la forme vous importe peu. On le laisse reposer seulement au frais jusqu'au moment où on va en avoir besoin et où on va le faire cuire avec le reste des ingrédients. Maintenant que cette étape du riz de veau qui nécessite un peu de temps et de repos est faite, on va pouvoir s'attaquer au reste des préparations et on enchaîne tout de suite avec la vidée. C'est donc la partie du vol au vent en feuilletage. Bah oui, il faut suivre un peu. Regardez-moi ces petites merveilles. On va parler aujourd'hui des vidées. C'est donc la base du vol au vent, le feuilletage. On va les faire maison. C'est pas très compliqué, il suffit d'avoir de la pâte feuilletée. Celle-ci, je l'ai demandé à mon boulanger. N'hésitez pas à le faire et à lui demander gentiment. Alors le faites pas dans toutes les boulangeries de France, sinon je vais être blacklisté. Mais bref, si vous avez une bonne relation avec votre boulanger, n'hésitez pas à lui demander. Sinon, vous pouvez l'acheter en supermarché, ça fonctionne aussi. L'objectif ici va être donc de prendre une bonne surface de pâte feuilletée et avec l'aide d'emporte-pièces rond, où vous pouvez carrément trouver des formes, c'est joli aussi, vous allez faire une première base, un premier disque plein que vous allez déposer sur une plaque allant au four. Micro-perforé, c'est plutôt pas mal pour la cuisson, sinon ça sera très bien sur une plaque pleine. Un peu de sulfure, on met le disque de pâte et maintenant on va faire 2 disques troués cette fois-ci qui vont nous permettre de faire les rebords du vidé. À ce moment-là, il faut être assez précis. On reprend donc la même surface que le grand disque pour faire l'extérieur et on refait un trou à l'intérieur. Essayez d'avoir quand même bien 1,5 cm, 2 cm de tour. Une fois qu'on a fait ça, on se munit de jaune d'œuf et là, on va venir badigeonner notre premier disque assez généreusement. Ça va nous permettre à la fois de dorer mais aussi de coller le premier disque puis d'empiler le deuxième disque par-dessus. On remet entre chaque couche un petit peu de jaune d'œuf, toujours pour la coloration et c'est un peu le ciment de votre vol au vent. On fait des petits trous à la fourchette à la fois sur le fond du disque de la vidée, mais aussi sur les petits chapeaux qui sont donc les centres des contours qu'on va faire cuire aussi, qui vont nous permettre de venir reboucher par derrière et d'avoir un peu plus de feuilletage. Parce qu'avec la sauce qu'on va se faire, je peux vous garantir que vous aurez envie de saucer. Saucer n'est pas trompé. Maintenant, ça part au four à 180 degrés pendant 15-20 minutes à ajuster en fonction de votre four et de votre feuilletage. Et ensuite, vous allez pouvoir, pour 1 minute ou 2 à la fin, couper le four, laisser ouvert et laisser sécher tranquillement. On peut, avec la lame d'un couteau, taper le centre du disque qui est monté évidemment avec la cuisson. On va pouvoir le retaper au fond car de toute façon, nous avons des petits chapeaux. Si vous n'avez pas de petits chapeaux, vous pouvez le retirer et il fera office de chapeau. Une fois que c'est fait, on réserve. Surtout pas au frigo. Le feuilletage au frigo, avec l'humidité, vous allez avoir un truc tout imbibé, tout moche, tout mou, tout dégueulasse. Donc, on laisse ce feuilletage à l'extérieur. On va pouvoir s'attaquer au cœur de la recette, ce qui va venir garnir, remplir nos vols au vent, la sauce au poulet, au morille et au riz de veau. Messieurs, dames, bonjour. Nous avons donc fait toute notre petite préparation, désolé de rabâcher, mais la mise en place, c'est quand même génial. C'est-à-dire que là, je passe en cuisson, tous mes ingrédients sont prêts, mes mesures sont faites, j'ai plus qu'à taper dans la balle et faire ma recette et pas être en train de faire cramer un truc pendant que je découpe un autre. Nous allons pouvoir travailler notre vol au vent, l'intérieur, la garniture, avec tous ces ingrédients-là. C'est relativement simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 milliard de choses. Par contre, on a pris quand même de beaux ingrédients. On va commencer par faire cuire les viandes qui vont nous permettre d'aller chercher un peu de sucre
et de coloration à pleine puissance. Et derrière, on fera le reste des ingrédients. On fait monter la casserole un peu en température. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est mettre sur feu moyen et d'attendre un petit peu plus. Pendant ce temps-là, on va légèrement fariner nos riz de veau. Le plus simple, c'est un peu à la rouffe comme on dit, mais un petit récipient avec de la farine. On prend les riz de veau, on les tape dedans. Là, ça nous permet de bien les enrober. Le plus important, c'est juste qu'il n'y ait pas trop de farine dessus. Donc, on les tapote bien pour retirer l'excédent. L'objectif de la farine, c'est de créer une petite croûte autour du riz de veau, mais surtout de créer une sorte de base, comme pour le roux pour la... Je vais faire le poulet pendant que j'ai les mains sales. Le roux pour la béchamel, vous voyez, c'est-à-dire que ça fait une sorte de petite base avec le beurre plus derrière la crème. Ça va être une sorte d'épaississant naturel. Et ça, c'est pas mal du tout. Pareil pour le poulet, on veut pas trop de farine. C'est pas un gâteau, hein. On retire bien l'excédent, il faut qu'il y ait une fine pellicule dessus. On va commencer, comme ils sont un peu plus délicats, par les riz de veau. Quand notre poêle, notre cocotte, notre casserole est chaud, mais pas trop chaude non plus, parce que je vous rappelle que sinon le beurre va complètement brûler, on a envie qu'il fonde délicatement. On peut baisser le feu, parce qu'on sent que là, c'est déjà bien chaud, et on va contrôler par la suite. Le beurre fond tranquillou bilou. On va pouvoir ajouter directement les petits riz de veau. Et là, ils avaient déjà une pré-cuisson, mais ils étaient quand même très rosés. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher de la coloration, car à la fin, on va les replonger dans la sauce. Donc objectif maintenant, coloration, pas forcément cuit à cœur. Là, le beurre commence à être noisette, ça sent super bon. Et du coup, on reste à côté, il faut pas que ça brûle. On peut retourner, et là, regardez-moi ça. On a une belle coloration. On est sur un produit qui est quand même délicat, hein. Donc quand je dis coloration, il ne faut pas que ce soit cramé. On a envie que ce soit coloré, légèrement doré, brun, mais on y va mollo. Et quand on est content de la coloration, on va pouvoir réserver tout ça. Vous connaissez cette huile d'olive? Je vous en ai déjà parlé? Oleodicera X Woogies. Et ouais, on était dans les Pouilles en octobre pour faire la récolte. Si jamais ça vous intéresse, la vidéo est disponible juste ici. Et surtout, si vous voulez un joli cadeau sous le sapin, les bouteilles d'huile d'olive sont disponibles dans le lien, dans la description. Elle est pas belle la vie. Auto-promo légendaire. On peut mettre les petits poulettos. Et là, c'est pareil, il y a de la peau, donc on a envie que ça colore, que ça grille, que ça crée des sucs, mais pas que ce soit cramé. Voilà, on a une belle coloration. On pense à bien retourner et on veut chercher ce petit marquage sur toutes les faces des morceaux. La cuisson, c'est toujours pareil, hein. On joue avec la puissance de sa poêle, avec le feu. Évidemment, quand on rajoute plein de viande dedans, ça fait redescendre en température la poêle. Donc là, on remet un petit peu plus fort, mais une fois que l'inertie et la chaleur est revenue, on essaie de redoser, quoi. Alors ça, je sais que c'est un unpopular opinion, mais j'adore le poulet cru. Je voudrais aller au Japon juste pour ça. Comme pour les riz de veau, ça va repartir dans la sauce. Donc évidemment, ils sont pas cuits à cœur. Ils vont finir de cuire, mais si on les fait trop cuire maintenant, au moment où on va les remettre dans la sauce, après, ça va être trop sec. J'en mets partout. Vous voyez ces petits sucs là? Là, on va remettre un petit peu de matière grasse. Et sur ça, on va pouvoir balancer échalotes et champignons de Paris. On a envie que l'eau de végétation des légumes, elle vienne commencer à décoller les sucs et qu'on ait déjà une opération de déglaçage. Pas trop de marquage, sinon ça pourrait avoir un goût un peu trop puissant sur l'amertume. Là, on a envie d'aller chercher la sucrosité et ce petit côté agréable en bouche. Quand on dit déglacer, vous avez vu là, j'ai mis un bon 20 centilitres. L'objectif, ça va être d'aller chercher du goût, un peu d'acidité, toutes les notes, un petit peu de ce vin. Ici, on est sur du savagnin en plus. Vous pouvez prendre du vin jaune, c'est incroyable. Donc, en mettant le vin et en le faisant réduire, on va apporter de la puissance et c'est ce qui va venir aussi aromatiser notre sauce. Déglacer, c'est pas juste gratter dans le fond, sinon on le ferait avec de l'eau. On peut y aller et on va le voir tout de suite. Ces petits sucs, en étant déglacés, ils vont venir infuser notre partie liquide qui a déjà bien coloré. Là, on laisse réduire doucement et forcément, il y a moins de risques, on peut augmenter le feu. On enlève l'alcool et on fait réduire le vin. Là, on peut le voir déjà, ça réduit d'un bon tiers. Je vais pouvoir ajouter nos morilles qui se sont bien réhydratées. C'est assez fragile malgré tout, donc je préfère les ajouter une fois qu'on est à la fin de la réduction du vin. Mais si c'est trop sec et qu'il n'y a pas un milieu trop humide, elles peuvent accrocher, ça devient de la purée et c'est moins beau, moins bon. On le voit, le vin est quasiment à sec là. Vous voyez, dès qu'on bouge un petit peu les champis, on voit bien le fond, alors que tout à l'heure, c'était vraiment épais. On commence à le sentir, on est sur une texture un peu plus épaisse, quoi. On peut baisser le feu, parce qu'on va ajouter un élément qui ne doit pas trop être brusqué, la crème liquide. L'objectif ici, c'est d'avoir une belle sauce. Donc on a notre réduction de vin. Je vais ajouter un peu de fond de veau, c'est facultatif, mais ça permet quand même de rajouter une jolie strate de saveur à la sauce. Et en fonction de l'épaisseur souhaitée, etc., et pour redonner un peu plus de goût, je vais rajouter un peu d'eau de trempage des morilles, parce que ça, c'est plein de saveurs. Et maintenant, on remet le feu, on essaie de porter à frémissement. L'objectif, c'est de pas avoir une trop grosse ébullition. 1, sinon ça va déborder. Et 2, la crème, elle n'a pas trop envie d'être brusquée, c'est un produit quand même assez délicat. Comme vous avez pu le remarquer depuis le début, on n'a pas trop assaisonné. Là, ça va être le moment de le faire une première fois avec sel et poivre blanc. Je vous ai déjà parlé du poivre blanc. Vous pouvez mettre évidemment du poivre noir
poivre rouge, ce que vous voulez. Poivre blanc, ce qui est cool, c'est que ça va s'intégrer à la sauce. Et j'avoue que son petit goût me fait plaisir. Wow! C'est pour ça qu'il faut faire attention à la crème. On est sur quelque chose qui est assez riche. Donc j'adore quand même trancher et ramener un petit peu de kick avec du poivre. Donc c'est pareil, on y va plutôt franco. Et on continue tranquillement la réduction. Ça va être le moment de rajouter la viande. Là, on a les poulets. Et on rajoute nos petits riz de veau. Oh, le mec a rajouté carrément la plaque. Au bout de 5-7 minutes de cuisson. Alors là, j'ai pas besoin d'expliquer. Hein. Regardez-moi cette texture. Genre bien onctueuse là. Là, on va pouvoir couper. Parce que l'objectif, c'est pas de faire trop cuire la crème non plus. On a juste envie d'avoir la texture désirée. Et là, à partir de là, surtout, le poulet va être cuit. Les riz de veau seront cuits. Et avec l'inertie, je sais pas quoi faire de ma main, ça va continuer de cuire tranquillement pendant qu'on met tout en place. Bon, la vidéo aurait fait 700 heures, donc je l'ai pas fait, mais je nous ai juste fait réduire un peu de fond de veau ici pour avoir un petit jus qui va nous servir au dressage. C'est facultatif, mais franchement, ça rajoute une petite touche de gourmandise. Ça vient perler la crème. C'est délicieux. Je crois qu'on a tout qui est prêt. On va pouvoir y aller. C'est parti pour le dressage. Nos vidés, au lieu de les servir froids, l'idée, ça va être de les repasser quelques minutes à 150 pour que le feuilletage reprenne un peu de chaleur et que ce soit plus agréable en bouche. Et surtout, comme c'est beurré, que le beurre ne soit pas figé, mais qu'on ait vraiment un truc bien croustillant, gourmand. Pendant ce temps-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est 1. Mettre notre assiette au chaud, comme ça, elle sera bien chaude pour le service. Et 2. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'une petite surprise tout à l'heure. À votre avis, morilles, champignons de Paris, il manquerait pas un truc? Une truffe? Oh, elle est pas belle. Franchement, ça, si vous avez l'occasion, c'est quand même un délire. J'ai de la chance de pouvoir en avoir relativement facilement, pas très loin de chez moi. Ça, c'est vraiment de la bombe. De la blanche, c'est encore meilleur, mais ça court pas les rues. Nous allons donc en mettre un petit peu dessus. C'est facultatif également, ce sera très bon sans. Et le truc que je trouve très chouette, si vous n'avez pas la truffe, c'est le champignon de Paris émincé cru. Ne bougez pas. La truffe, c'est cool, mais c'est cher. En revanche, le champignon de Paris, ça coûte vraiment rien. Si vous mettez ça posé sur votre vol au vent, je peux vous le jurer, ça apporte un petit peu de croquant, de la fraîcheur, et ça marche trop bien. Si jamais vous avez opté pour la truffe, ce qui est assez cool, c'est de retirer la petite partie extérieure. Pas idéal pour faire de la mandoline très fine. Donc ce qu'on fait, c'est que on va parer la truffe pour qu'elle soit toute belle. Évidemment, les parures, ça finit dans l'appareil du vol au vent. Ça va infuser, ça va faire des petites surprises quand on tombe dedans. Vous pouvez le mettre soit dans le vol au vent, soit dans le jus. Petit goût subtil. Miam miam. Notre assiette, mais donc qui est brûlante, et nos vidés qui sont bien réchauffés. Quand la plus belle, c'est laquelle? Celle-là. On prend une louche ou une grosse cuillère, parce que évidemment, dans le vol au vent, on va pas juste remplir tout ça, on va le faire déborder. Et alors là, je sais qu'il faut essayer de distinguer les riz de veau du poulet, mais on essaye d'être équilibré. Alors déjà, on y va mollo pour remplir la vidée, là. Morille, une tonne de jus, là. Désolé, mais elle n'est pas venue là pour être ici, comme on dit chez moi. Et le jus, vous m'en mettez une dégringolade. On crée du volume, morille, là, comme ça. Et là, vous vous souvenez, le petit effet qui se coule du jus. Désolé pour ça, c'est trop beau, c'est trop bon. C'est le moment où on lâche la rampe avec la truffe. On peut déjà s'arrêter là, mais on se fait une petite montagne avec une mandoline très fine. L'objectif, c'est vraiment d'avoir de la chiffonnade pour qu'on en ait à chaque bouchée. Un petit peu de verre, quand même. Du cerfeuil. Et c'est super bon, c'est frais. Voilà, messieurs, dames, quand on aura mangé ça, ça ira mieux. J'avais oublié le chapeau. Chapeau en mode religieuse, comme ça. Bon, le café des ministères n'a qu'à bien se tenir. Je trouve qu'on est quand même pas mal du tout. Cette petite sauce là, c'est vraiment trop chouette. Elle est encore bien chaude avec l'assiette. On a le feuilletage, désolé mais... Et je vous propose qu'on tape dedans parce que c'est bon quand c'est chaud. On va essayer de se faire une petite bouchée parfaite avec feuilletage, un petit peu de truffe. Oh, c'est du riz de veau. Ah, désolé mais c'est la vie. Hein. Les morilles là, oh là là. Franchement, morilles, feuilletage, vous entendez? Incroyable. Le poulet, il est cuit à la perfection. Il est tellement tendre, c'est presque difficile de le distinguer du riz de veau en termes de texture. Bon, la truffe, petit plaisir parce qu'on a dit que c'était craquage. Ça rajoute ce petit truc en plus qu'on aime beaucoup. Mais ça reste facultatif, déjà au vu de la recette. Et ce petit jus là qui vient perler. Oh là là. Quelqu'un veut du vol au vent? C'est pour moi là. Alors ce petit vol au vent, impressionnant, non? Ouais, ça donne faim. Il y a vol au vent parce que c'est censé être léger. Alors c'est la pâte feuilletée qui est légère, mais là on est quand même sur un truc qui est bien gourmand. On adore. Mais qui dit vol au vent dit petite place pour le dessert. Et là, on va faire quelque chose qui est à la fois gourmand, léger, craquant, onctueux, frais. Il y a un peu de tout pour finir, c'est merveilleux. Et surtout, ça utilise un produit moi que j'adore, le marron, enfin la châtaigne plus exactement. On va faire de la pâte, de la purée, du marron glacé. Ça va être délicieux, vous me voyez venir, on va faire une légende de la pâtisserie française, le Mont Blanc.
Vous commencez un peu à me connaître, la pâtisserie, je préfère la manger que de la faire. Mais là, aujourd'hui, on va faire un petit peu un entre-deux. Ça sera pas la précision laser. En revanche, c'est montré qu'avec 2-3 techniques, on arrive à faire une belle meringue, une belle crème montée, une petite pâte de marron et un dressage quand même très sympathique et gourmand. Pour commencer, on va s'attaquer à la base de notre dessert, la meringue. La meringue, c'est pas très compliqué. Il faut respecter quelques petites règles. Nous allons donc utiliser un robot pâtissier avec un fouet, ou vous pouvez prendre aussi un batteur à main, ça fonctionnera très bien. Vous pouvez le faire au fouet manuel, ça vous prendra un peu de temps, je l'ai déjà fait, mais j'ai dormi 2 jours après. Donc, on se munit d'un robot électrique. On va commencer doucement, progressivement, à vitesse assez réduite, pour incorporer très délicatement les petites bulles d'air. Une fois que ça commence à prendre, on va pouvoir ajouter la première partie du sucre, qui va nous permettre de continuer à le diluer et à le monter dans les œufs. Et plus on augmente de vitesse, plus on se rapproche de la fin. Et alors là, on va pouvoir serrer nos blancs avec ce sucre qui va avoir une texture à la fin absolument merveilleuse. Moi, j'aime bien rajouter une petite cuillère à café de fécule de maïs. C'est facultatif, évidemment. Et une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir soit le dresser à la main, avec une cuillère à soupe, une maryse, une corne, ce que vous voulez. Soit, comme nous aujourd'hui, on va pouvoir le mettre dans une petite poche, ce qui va nous permettre de faire des dômes bien réguliers et avoir des desserts qui se tiennent plutôt bien. On poche à la verticale, on essaye de ne pas monter trop, mais d'être plutôt avec un centre de gravité bas, ce qui va nous permettre de faire ces jolies petites bombasses de meringue. On enfourne dans un four préchauffé à 110-115 degrés pendant une bonne heure, tranquillou, et on n'ouvre pas le four, on n'a pas envie qu'elle retombe. Au bout d'une heure 10, voici ce que vous avez. Elles ont un peu craqué, ce n'est pas grave, car de toute façon, elles vont être recouvertes et on va même les casser un petit peu pour y faire pénétrer notre crème montée. Une fois que les meringues sont prêtes, on laisse refroidir. Pour notre pâte de marron, c'est pas bien compliqué. Il faut juste se munir de quelques ingrédients, notamment un où il faut faire très attention, c'est la pâte de marron. Elle peut être appelée par d'autres noms, purée, pâte, mais en gros, c'est un truc qui n'est pas sucré. On est vraiment sur quelque chose d'assez dense, de compact. Ça ressemble pas du tout à cette crème de marron liquide et fluide qu'on peut avoir. Là, c'est vraiment de la pâte pas sucrée qui est vraiment très dense. On peut la faire maison si besoin. Ici, j'en ai. Donc on va la faire avec celle-ci. L'objectif ici, c'est de sortir son robot pâtissier et nous allons donc détendre une première fois notre pâte de marron. Si ça prend un peu trop de temps, on peut ajouter quelques centilitres de rhum. Ça va donner beaucoup de goût et délier un petit peu tout ça. On ajoute de la crème de marron cette fois-ci, bien sucrée, bien tendre, bien fluide, qui va équilibrer avec cette pâte de marron qui ne l'est pas du tout. Celle-ci vient de Colobrières, rapportée tout directement de cet été du sud de la France. Nous allons ajouter à cela 50 g de beurre pommade. Donc vraiment, texture qui s'écrase dans la main, qui ne se tient plus, mais on n'est pas sur du beurre fondu. Une fois qu'on a tout ça, on mélange, on mélange. Une fois que notre marron est prêt, nous allons pouvoir le déposer dans une poche à douille avec plusieurs options pour les douilles. Soit une douille à plusieurs trous pour faire un dressage comme on peut l'avoir assez régulièrement, ou alors une douille très fine qui va nous permettre d'avoir ce joli petit serpentin de marron sur notre décoration. Je trouve ça beaucoup plus facile d'ajuster avec celui-là, donc on va partir avec ça. Pour la crème montée, crème chantilly. Pour la crème montée, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous commencez à connaître la chanson. C'est très simple, de la crème entière, liquide, mais avec un fort taux de matière grasse. Ici, on est à 35 ou 40%. Et l'idée, ça va être de le battre au robot avec des ustensiles bien froids. On ajoute un petit peu de sucre. Moi, j'aime pas quand c'est trop sucré. Donc là, c'est vraiment un soupçon, une petite cuillère à soupe. En revanche, là où on peut se faire plaisir, si on en a, c'est de mettre une gousse de vanille. On vient gratter les grains après avoir fendu la gousse et à l'aide d'un couteau et la pointe, on va venir chercher les grains et les ajouter à la crème montée. Deuxième petit piège à éviter, c'est d'aller trop loin dans le fouettage et dans le montage de notre crème. L'objectif, c'est de s'arrêter quand elle est bien dense, qu'elle se tient bien, et si on va un peu trop loin, elle va grainer, c'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de grumeaux à l'intérieur, ce sera vraiment pas très agréable en bouche, et surtout, visuellement, ça sera beaucoup moins lisse. Donc, une fois qu'on a cette consistance, on va pouvoir réserver au frais jusqu'au dressage. J'ai faim, alors qu'on vient de manger comme des gorées. Messieurs, dames, tous nos ingrédients sont prêts pour faire ce magnifique dessert, crème montée, pâte de marron, meringue. Nous allons pouvoir nous attaquer au dressage. On se munit d'une petite meringue merveilleuse comme celle-ci. Et alors moi, ce que j'aime bien faire, vous pouvez le dresser un peu comme ça avec un peu de crème montée. Moi, j'essaye de faire un petit trou pour la raison suivante, c'est qu'une fois que vous avez retiré ça, vous allez pouvoir mettre de la crème montée à l'intérieur. On a le petit trou, on se munit d'une bonne cuillerée crème montée. Comme ça, elle sera bien répartie et à chaque moment où on va venir taper dedans, on aura ce côté fraîcheur qu'on aime beaucoup. Pour le dressage, des petits vermicelles de pâte. Là, je vais jouer un petit peu comme traditionnellement, avec des sortes de petits vermicelles qui vont aller un petit peu de toutes parts. On est généreux, il neige sur le Mont Blanc.
Ça fait partie de la déco. C'est magnifique. La final touch, 3 petits éclats de marron glacé. Et il n'y a plus qu'à déguster. Et ben voilà, on craque la meringue. Bouchée parfaite. Un petit marron glacé. La crème montée au centre. Oh là là, c'est frais, c'est bon, c'est gourmand. Il y a du croquant avec la meringue. C'est mi-cuit à cœur. Ça me rappelle un souvenir d'enfance. Quand j'étais petit, je mangeais du fromage blanc avec de la crème de marron. On est pile dedans, avec un peu plus de recherche et de travail. C'est absolument délicieux. Alors que j'avais plus faim, et ben j'y retourne avec grand plaisir. Ça va être bon ça, hein? Miam. Alors c'est fou, parce que je suis pas très dessert, enfin surtout pour les faire, mais ce petit Mont Blanc, c'est une Madeleine de Proust. J'adore. Non mais une Madeleine de Proust, c'est une expression, pas la Madeleine... Ah là là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Enfin, j'espère que cette saison vous aura plu, car j'ai la tristesse de vous annoncer qu'elle est déjà finie. Mais les meilleures choses ont une fin, FAIM. Enfin, pas tout à fait, car on a encore des recettes de prévues pour cette année. Et surtout, on est déjà sur le coup pour celle de l'année prochaine. On va attaquer un nouvel arc narratif. J'espère sincèrement qu'il vous plaira. En tout cas, moi, il m'excite très fort. Si ce n'est pas le cas, pensez à vous abonner car on arrive avec des petites dingueries. Et pour ceux qui regardent les vidéos sans être abonnés, on vous voit là-bas. Faites gaffe les deux au fond. Bon allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Boogies. Bon appétit. Ciao.